Moi, candidat. Traduction d'Emmanuel Malherbe. Un candidat à la présidence. J'ai pris la ferme résolution de me présenter à la présidence. Ce que le pays veut, c'est un candidat qu'il soit impossible de compromettre en fouillant dans son passé, de sorte que les ennemis du parti ne puissent rien déterrer à ses dépens qu'on ait auparavant déjà su. Quand on sait d'un candidat dès le départ ce qu'il y a de pire, les tentatives de jeter le discrédit sur lui sont vouées à l'échec. C'est donc à livre ouvert que j'entrerai dans la carrière. Je vais d'emblée reconnaître toutes les vélinies que j'ai commises, et si je n'ai quel comité du Congrès se sent... et si je ne sais quel comité du Congrès se sent d'humeur à fouiner dans ma biographie en espérant y trouver quelques noirs péchés que j'aurais tenus secrets, eh bien qu'il fouine donc. En prenant lieu, j'admets avoir forcé l'un de mes grands-pères rhumatisants à monter dans un arbre. C'était pendant l'hiver 1850. Il s'agissait d'un vieillard incapable de grimper aux arbres. Mais avec l'impitoyable brutalité qui me caractérise, je l'ai obligé, du bout d'un canon de fusil, à sortir par la porte de devant en chemise de nuit et, lui tirant dans les jambes, à se précipiter dans un érable où il a passé toute la nuit. J'ai fait cela parce qu'il ronflait. Si jamais j'avais un autre grand-père, je recommencerais. Je suis aussi dépourvu d'humanité aujourd'hui que je l'étais en 1850. Je reconnais bien franchement avoir pris la fuite à la bataille de Gettysburg. Mes amis ont tenté d'arranger l'affaire en déclarant que je m'étais conduit de la sorte dans l'intention d'imiter Washington, parti dire ses prières dans les bois de Valley Forge. Mais ce n'était que misérable subterfuge. J'ai détalé tout droit en direction du tropique du Cancer parce que j'avais la frousse. Je voulais bien que mon pays soit sauvé, mais je trouvais préférable que d'autres s'en chargent. Et je persiste en ce sens. Si pour se faire mousser il n'y a que la gueule du canon, je veux bien me mettre au devant, pourvu que le canon ne soit pas chargé. En revanche, s'il l'est, mon but, indéfectible et inflexible, est de sauter la barrière et de rentrer chez moi. À la guerre, j'ai invariablement fait en sorte de ramener de la bataille 2 tiers d'hommes de plus que ceux que j'avais engagés. Cela me paraît d'une grandeur toute napoléonienne. Mes conceptions financières sont d'une nature tout aussi affirmée. Bien que peut-être peu propice à accroître ma popularité auprès des avocats de l'inflation, je ne m'étends pas sur la supériorité particulière de la monnaie de papier ou de la monnaie de métal. Le principe fondamental de mon existence est d'en amasser, de l'une ou de l'autre, autant que je peux. La rumeur selon laquelle j'ai enterré sous ma vigne une tante décédée était fondée. Il fallait enterrer ma tante et fertiliser la vigne. J'ai donc assigné cette tâche pleine d'élévation à celle-là. Est-ce que cela me rend impropre à la présidence? Notre constitution ne dit rien de tel. Dans notre pays, aucun citoyen n'a jamais été tenu pour indigne de cette fonction parce qu'il avait engraissé ses vignes en se servant de ses défunts parents. Pourquoi faudra-t-il qu'on me désigne comme première victime d'un préjugé absurde? Je reconnais aussi que je ne suis pas l'ami des pauvres. Je les considère, vu leurs conditions actuelles, comme autant de matières premières inutilisées. Découpés et correctement mis en boîte, ils pourraient servir à engraisser les cannibales des îles et à améliorer nos exportations vers ces régions. J'appuierai une loi sur cette question dans ma première allocution. Mon slogan de campagne sera qu'on mette à sécher les travailleurs pauvres, qu'on en farcisse les saucisses. Voici en gros les pires éléments de mon dossier. Je me présente avec eux devant le pays. Et si mon pays ne veut pas de moi, je m'en retournerai. Mais je me recommande comme quelqu'un de sûr. Quelqu'un qui, partant sur les bases d'une complète dépravation, s'engage à rester monstrueux jusqu'au bout. New York Evening Post, 9 juin 1879. Moi, candidat au poste de gouverneur. Il y a quelques mois, j'ai été désigné pour briguer le poste de gouverneur du grand État de New York, avec l'étiquette des indépendants face à Stewart L. Woodford et John T. Hoffman. J'avais le sentiment de posséder d'une manière ou d'une autre un avantage éminent sur ces messieurs. Être quelqu'un de bonne moralité, on voit facilement à parcourir la presse
que si ces messieurs ont jamais su ce qu'il en était de porter un nom respectable, c'était lié à belle lurette. Il était manifeste qu'ils s'étaient accoutumés ces dernières années à toutes sortes de crimes honteux. Mais alors que j'exaltais mon avantage et m'en réjouissais en secret, un sentiment désagréable vint confusément troubler les eaux profondes de mon bonheur. Il allait falloir que j'entende circuler mon nom comme si j'étais de la même famille que cette sorte de gens. J'en fus de plus en plus perturbé. Finalement, je m'en suis confié par lettre à ma grand-mère. Sa réponse fut prompte et claire. Elle disait « Tu n'as de ta vie jamais fait la moindre chose dont tu puisses avoir honte. Pas la moindre, pas la moindre. Regarde les journaux. Regarde-les et tu comprendras quel genre de personnes sont Woodford et Hoffman. Et alors demande-toi si tu veux t'abaisser jusqu'à eux, et si tu souhaites entrer en compétition t'abaisser jusqu'à eux, et si tu souhaites entrer en compétition électorale avec eux. C'est tout à fait mon avis. Je n'ai pas dormi un seul instant cette nuit-là, mais après tout, je ne pouvais me dérober. Je m'étais totalement engagé. Il fallait continuer le combat. Parcourant vaguement les journaux en prenant mon petit déjeuner, je suis tombé sur cet article et je puis vraiment dire que jamais auparavant je n'avais été atterré. Donc voici l'article. Faux témoignage. Peut-être Monsieur Mark Twain, maintenant qu'il brigue devant le peuple le poste de gouverneur, condescendra-t-il à expliquer comment il en vint à être convaincu de faux témoignages par 34 témoins à Wakawak, Cochinchine, en 1863, pour avoir voulu spolier une pauvre veuve indigène et sa famille sans défense d'une maigre parcelle de plantains qui constituait leur seul refuge et leur seul soutien dans l'affliction et la misère. M. Twain se doit à lui-même, ainsi qu'au peuple dont il demande le suffrage, de clarifier cette affaire. Le fera-t-il? J'ai cru éclater de stupeur. Une attaque si cruelle, si impitoyable. Jamais je n'avais vu la Cochinchine, ni entendu parler de Wakawak. Je n'aurais pas su distinguer un champ de plantain d'un kangourou. Je ne savais que faire. J'étais retourné et impuissant. Je laissais passer la journée sans rien entreprendre. Le matin suivant, la même journée donnait ceci, rien de plus. Significatif, Mark Twain, on le remarquera, s'en tient à un silence éloquent sur le faux témoignage de Cochinchine. Pour mémoire, pendant tout le reste de la campagne, ce journal n'a jamais parlé de moi autrement qu'en m'appelant Twain, l'infâme faux témoin. Puis ce fut la Gazette, avec ceci. On aimerait savoir. Le nouveau candidat au poste de gouverneur daignera-t-il expliquer à certains de ses concitoyens, susceptibles de voter pour lui, cette petite affaire lors de laquelle ses compagnons de baraquement dans le Montana, perdant de temps à autre des objets précieux que, pour finir, on retrouverait invariablement sur la personne de Mark Twain, de M. Twain, ou dans son tronc, le journal dans lequel il enveloppait ses pièges, se serait senti obligé de le mettre amicalement en garde et, dans son propre intérêt, de le promener sur un rail enduit de goudron et de plumes, lui faisant savoir qu'il lui fallait avoir l'obligeance de laisser définitivement vide la place qu'il occupait d'ordinaire au camp. S'expliquera-t-il? Pouvait-il y avoir quoi que ce soit de délibérément plus malveillant que cela? Car de toute ma vie je n'ai mis les pieds dans le Montana. Par la suite, ce journal a pris l'habitude de parler de moi en me nommant Twain, le voleur du Montana. J'en suis venu à saisir les journaux en appréhension, comme quelqu'un qui souleverait une couverture bien tentante avec l'idée qu'il pourrait y avoir un crottal dessus. Voici ce qui un jour m'est tombé sous les yeux. Révélation d'un mensonge. Selon les déclarations, sous serment de son excellence, Michael O'Flanagan, originaire de Five Points et de Kit Burns et John Allen de Water Street, il est avéré que les propos ignobles de M. Mark Twain, selon lesquels le regretté grand-père de notre noble porte-drapeau, John T. Hoffman, a été pendu pour brigandage de grand chemin, constituent un mensonge grossier et gratuit sans le moindre fondement factuel. Il est désolant pour un homme vertueux de voir qu'on recourt, pour s'assurer un succès politique, à des moyens aussi indignes que de s'en prendre aux morts dans leur tombe et d'en profaner la renommée par la calomnie. Quand on songe à la douleur que causent ces méprisables falsifications aux parents,
innocents et aux amis du défunt, on serait presque enclin à inciter le public outragé et insulté à se venger sommairement du calomniateur, sans s'inquiéter de la loi. Mais non, qu'on le laisse agoniser sous les coups lacérateurs de sa conscience. Quoique si la passion venait à s'emparer des meilleurs dans le public et que dans son aveugle furie, il les conduisit à t'en prendre physiquement au calomniateur, il n'est que trop évident qu'aucun jury ne retiendrait la culpabilité, et qu'aucune cour ne punirait les auteurs des faits. L'astucieuse phrase finale eut cet effet de me tirer promptement du lit cette nuit-là et de me faire filer par la porte de derrière, tandis que le public outragé et insulté déferlait par l'entrée, brisait dans sa juste indignation et sur son passage le mobilier et les vitres qui, puis, repartaient en embarquant autant de choses qu'il en pouvait prendre. Et cependant, je peux jurer sur les Écritures que je n'ai jamais calomnié le grand-père du gouverneur Hoffman. Bien plus, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de lui, ni parler de lui. Il faut dire au passage que le journal que je viens de citer s'est après cela toujours référé à moi en tant que Twain, le profanateur de cadavres. L'article de presse qui a ensuite attiré mon attention fut celui-ci. Un joli candidat. Mark Twain, qui devait prononcer hier soir un discours à tout casser au grand meeting des indépendants, n'est pas arrivé à temps. Un télégramme de son médecin a fait savoir qu'il avait été renversé par un attelage emballé, qu'il souffrait d'une double fracture de la jambe et devait garder le lit. En proie à d'atroces douleurs et patati et patata, tout un chapelet d'âneries de ce genre. Les indépendants ont bien tenté d'avaler ce subterfuge misérable et ont prétendu ignorer les véritables raisons de l'absence de la créature débauchée qu'ils appellent leur porte-drapeau. On a vu la nuit dernière quelqu'un pénétrer en titubant dans l'hôtel de Mark Twain, dans un état repoussant d'ébriété. C'est le devoir impératif des indépendants de prouver que cette brute avinée n'était pas Mark Twain lui-même. Et là, nous les tenons. Il n'y a aucune échappatoire. La voix populaire demande dans un tonnerre assourdissant « Qui donc était cet homme ?» C'était incroyable, absolument incroyable qu'on associe ne serait-ce qu'un instant mon nom à un soupçon aussi ignoble. 3 longues années m'ont passé sur la tête depuis la dernière fois que j'ai goûté à de l'ale, de la bière, du vin ou à une quelconque liqueur. On verra quels furent sur moi les effets de cette période que j'aurais dit que je me suis vu attribuer sans vergogne le surnom de Delirium Tremens Twain dans la livraison suivante du dit journal, sans que cela me fît même un pincement au cœur. Nonobstant que je savais qu'avec une constance monotone, le journal m'appellerait ainsi jusqu'à la fin. C'est alors que les lettres anonymes ont constitué une part considérable de mon courrier, souvent de ce style. Qu'en est-il de la vieille que vous avez violée dans vos commencements du début, Paul Pray, ou de celui-ci? Vous avez fait des choses que tout le monde ignore sauf moi. Mieux vaudrait allonger quelques dollars à votre dévoué, ou vous en entendrez causer dans les journaux. On dit. Voilà à peu près le genre. Je pourrais, si l'on voulait, continuer jusqu'à en donner la nausée. Peu de temps après, le principal journal républicain m'a convaincu de corruption à grande échelle, et le fer de lance de la presse démocrate m'a collé sur le dos une affaire de chantage aggravé. J'ai de la sorte acquis 2 surnoms de plus, Twain le corrupteur répugnant et Twain le vil suborneur. Entre-temps, il s'est fait un tel tapage pour que je réponde à toutes les horribles accusations dont on m'avait chargé que les éditorialistes et les dirigeants de mon parti ont trouvé que ce serait aller à la ruine politique que de garder plus longtemps le silence. Comme pour rendre plus impérieuse leur exigence, voilà ce qu'un des journaux a publié le lendemain. Voici l'homme. Le candidat indépendant reste muet. C'est qu'il n'ose pas parler. Toutes les accusations dont il fait l'objet ont largement été prouvées, endossées et réendossées par son silence éloquent, tant et si bien que le candidat se trouve aujourd'hui à jamais confondu. Messieurs les indépendants, voyez votre candidat, voyez-le, lui l'infâme faux témoin, le brigand du Montana, le profanateur de cadavres, regardez-le, votre délirium Tremens incarné, votre corrupteur répugnant, votre vil suborneur.
Observez-le, jaugez-le bien, et demandez-vous alors si vous pouvez donner vos voix, vous qui êtes donné de gens, à une créature qui doit ses crimes odieux, cette collection lamentable de titres, et qui n'ose ouvrir la bouche pour se défendre d'un seul. Il était impossible d'y échapper. Aussi, profondément humilié, me suis-je préparé à répondre à cette masse d'accusations sans fondement et de fausseté malveillante et cruelle. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de la tâche, car le matin suivant, un autre journal est venu apporter une autre horreur, une vilainie, toute fraîche, m'accusant très sérieusement d'avoir mis le feu à un asile d'aliénés, avec tous ses pensionnaires, sous prétexte qu'ils obstruaient la vue de ma maison. Cela m'a plongé dans une espèce de panique. Puis on m'a accusé d'avoir empoisonné mon oncle pour m'emparer de ses biens, avec l'exigence qu'on exhumât le corps. Cela m'a mené au bord de la folie. Pour couronner le tout, on m'a accusé d'avoir embauché de vieux parents édentés et incapables pour faire la cuisine à l'hôpital de la fondation que je dirigeais. Je chancelais. Pour finir, comme un paroxysme logique et parfait de la persécution éhontée que m'infligeaient les rancœurs partisanes, on a demandé à 9 mômes marchant à peine de toutes les nuances de peau, et tous plus ou moins en guenilles, de se précipiter sur l'estrade lors d'une réunion publique et de s'accrocher à mes jambes en m'appelant pas. J'ai jeté l'éponge. J'ai baissé mon étendard et je me suis rendu. Je n'étais pas de taille à satisfaire aux exigences d'une campagne au poste de gouverneur de l'État de New York. J'ai donc envoyé ma lettre de désistement et, l'esprit plein d'amertume, je l'ai signée. Sincèrement vôtre. Un homme autrefois respectable, désormais devenu Mark Twain, FT, VM, PC, DT, CR et VS. The Galaxy, décembre 1870. Secrétaire particulier d'un sénateur. Je ne suis plus, pour lors, secrétaire particulier d'un sénateur. J'ai fait le boulot 2 mois sans m'inquiéter et l'esprit serein. Mais voilà que mon pain s'en est revenu de la surface des eaux. Je veux dire que mes œuvres ont fait retour et se sont révélées pour ce qu'elles étaient. J'ai jugé préférable de démissionner. Voici comment c'est arrivé. Un matin, mon patron m'a fait demander, à une heure plutôt acceptable, et dès que j'en eus terminé de farcir en douce d'énigmes, que j'en eus terminé de farcir en douce d'énigmes son prochain grand discours sur la finance, je me suis présenté devant lui. Son allure n'augurait rien de bon. Son foulard n'était pas noué. Il avait les cheveux en bataille et se lisait sur son visage l'expression d'une tempête continue. Il serrait dans son poing crispé un paquet de lettres, et j'ai su qu'il avait là dedans le courrier tant redouté du Pacifique. Je vous pensais digne de confiance. Oui, monsieur, ai-je répondu. Je vous ai donné cette lettre dans laquelle certains de mes électeurs du Nevada réclamaient l'installation d'un bureau de poste à Baldwin Ranch, et je vous ai demandé de répondre aussi habilement que possible, de manière à les convaincre qu'une poste n'était pas vraiment nécessaire là-bas. Je me suis senti soulagé. Oh, s'il n'y a que cela, monsieur, c'est précisément ce que j'ai fait. Ça oui, vous l'avez fait. Et pour votre honte, je vais vous lire votre lettre. Washington, le 24 novembre 1867, à M.M. Smith, Jones et les autres. Messieurs, quel mot voulez-vous donc vous infliger avec un bureau de poste à Baldwin Ranch? Cela ne peut rien vous apporter de bon. À supposer qu'une lettre vous parvint, voyez-vous, vous ne sauriez la lire. En outre, des lettres en transit, du genre de celles qui contiennent de l'argent pour d'autres destinations, pourraient bien ne pas arriver à bon port, comme vous pouvez évidemment le concevoir, et cela nous causerait à tous des ennuis. Non, ne vous inquiétez pas d'un bureau de poste pour votre campement. J'ai à cœur vos intérêts les plus élevés, et je sens bien qu'il ne s'agirait là, tout au plus, que d'une fantaisie décorative. Ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas, c'est d'une prison, une jolie prison bien solide, et d'une école gratuite. Voilà qui vous sera d'un bénéfice durable, qui vous comblera et vous rendra heureux. Je vais m'y atteler, sans délai, très sincèrement, etc. Mark Twain, pour James W. Ni, sénateur des États-Unis. Voilà comment vous avez répondu à ce courrier. Ces gens-là affirment qu'ils me prendront si jamais je remets les pieds dans le district, et je suis bien persuadé qu'ils le feront. C'est que, monsieur, je pensais pas mal faire. Je ne cherchais qu'à les convaincre. Ah ça,
Vous les avez bien convaincus. Je n'en doute pas le moins du monde. Et maintenant, un autre spécimen. Je vous ai transmis la pétition de certaines personnalités du Nevada me priant de faire passer au Congrès un projet de loi officialisant l'Église méthodiste épiscopale de l'État du Nevada. Je vous ai demandé de répondre de la promulgation d'une telle loi et que la promulgation d'une telle loi était plutôt de la compétence de l'Assemblée fédérale et de tâcher de leur faire comprendre que, compte tenu du nombre restreint de croyants dans cet État neuf, on pouvait s'interroger sur l'opportunité de constituer officiellement cette Église. Et qu'avez-vous écrit ? Washington, le 24 novembre 1867, au révérend John Halifax et compagnie. Messieurs, pour ce qui concerne votre petite combinaison, il vous faudra aller devant l'Assemblée fédérale, le Congrès étant incompétent en matière de religion. Mais de toute manière, ne vous pressez pas, car ce que vous proposez de faire dans ce nouvel État n'est pas très opportun. En fait, c'est même tout bonnement ridicule. Les personnes pieuses sont chez vous bien trop médiocres, tant en termes d'intelligence que de moralité et de piété. À vrai dire, elles le sont à peu près en toutes choses. Vous feriez mieux de laisser tomber. Ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez tirer aucun bénéfice d'une officialisation de ce genre, et le pourriez-vous que cela ne se conduirait qu'à vous causer des ennuis sans fin. Les autres cultes en diraient pis que prendre, s'en empareraient, et la vilipenderaient, la ruineraient. Ils s'en arrangeraient comme ils le feraient d'une de vos mines d'argent de par là-bas, tentant de mener le monde entier à croire que ce n'est qu'arnaque. Vous ne devriez pas vous lancer dans un projet qui portera mauvaise réputation à ce qui est sacré. Vous devriez avoir honte de vous. Voilà ce que j'en pense. Votre pétition s'achève par « Et nous prierons sans cesse ». Je crois que vous feriez bien, vous en avez besoin. Très sincèrement, etc. Mark Twain pour James W. Nee, sénateur. Grâce à cette brillante épître, j'en ai fini avec ceux de mes électeurs qui ont de la religion. Mais pour que mon assassinat politique soit encore plus certain, je ne sais quelle impulsion néfaste m'a pressé de vous confier, pour que vous vous fassiez la main dessus, cette requête émanant de la digne assemblée d'anciens qu'est le bureau des conseillers de la ville de San Francisco. Requête qui demandait que le Congrès fixe par la loi les droits de la ville au sujet des parcelles du front de mer. Je vous avais dit que le sujet était épineux, et de faire aux conseillers une réponse évasive, une réponse ambiguë, une réponse qui sache éviter, autant que faire se peut, les vrais problèmes et les vains débats touchant aux parcelles littorales. S'il vous reste le moindre sentiment de honte, la moindre vergogne, vous mettre dans l'oreille les termes de la lettre que vous avez rédigée d'après mes ordres devrait les raviver. Washington, le 27 novembre 1867. À l'honorable bureau des conseillers, etc. Messieurs, George Washington, le révéré père de son pays, est mort. Sa longue et brillante carrière s'est achevée, hélas, à jamais. Il était grandement respecté dans cette partie du pays. Son décès prématuré a jeté les ténèbres sur la communauté tout entière. Il s'est éteint le 14e jour de décembre 1799. Il a quitté tranquillement la scène des honneurs et des grands exploits. Héros le plus pleuré et le plus aimé que la terre ait jamais cédé à la mort. Et vous, en de telles circonstances, vous venez parler de parcelles littorales. Mais lui, quel était son lot? Qu'est-ce que la gloire? La gloire est un accident. Sir Isaac Newton a découvert qu'une pomme tombait par terre, découverte triviale en vérité, et qu'1 million d'hommes avaient faite avant lui. Mais ses parents avaient de l'influence, si bien qu'ils ont tortillé cette petite affaire en une chose merveilleuse, et voyez donc. Le monde fait clameur comme un niais, et en un quasi clin d'œil, cet homme est devenu célèbre. Méditez bien ça. Poésie douce poésie qui saura mesurer ce que te doit le monde. Marie avait un petit agneau à la toison blanche comme neige. Et là où allait Marie, c'était sûr, l'agneau la suivait. Jack et Gilles gravissaient la pente. Chargé d'un seau d'eau, Jacques est tombé, se cassant la couronne. Et Gilles aussi s'est cassé la figure. Pour leur simplicité, leur élégance sonore, leur absence de visée immorale, je tiens ces deux poèmes pour la lumière des gemmes. Ils s'accordent à tous les degrés d'intelligence, à toutes les sphères de l'existence. Au chant, à la nurserie, au club.
et en particulier, nul bureau des conseillers ne devrait s'en passer. Vénérable fossile, écrivez encore. Rien ne fait plus de bien qu'une correspondance amicale. Écrivez encore. Et si dans la requête que vous nous avez adressée il est question de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à l'expliquer. Votre babine nous fera toujours plaisir. Très sincèrement, etc. Mark Twain pour James W. Nee, sénateur. Cette lettre est atroce, catastrophique, c'est de la folie. Eh bien, monsieur, je suis réellement désolé si quelque chose ne va pas là-dedans, mais il me semble bien que cela esquive la question des parcelles littorales. Esquivez donc vos sottises. Oh, mais peu importe, puisqu'il faut tout mettre à sac maintenant. Autant en terminer, et que la dernière de vos prouesses, que je me prépare à vous lire, mette un terme à tout cela. Je suis un homme fini. J'ai beaucoup hésité à vous confier la lettre de Humboldt réclamant que la route postale d'Indian Gulch à Shakespeare Gap, avec ses étapes intermédiaires, retrouve en partie le tracé de l'ancienne piste des Mormons. Mais je vous ai dit que l'affaire était délicate. Je vous ai recommandé d'y aller prudemment, de réagir de façon évasive et de les laisser un peu dans le flot. Et votre calamiteuse stupidité vous a fait donner la réponse désastreuse que voici. Si vous n'étiez mort à tout sentiment de honte, je crois que vous vous boucheriez les oreilles. Washington, le 30 novembre 1867. À M. Perkins, Wagner et les autres. Messieurs, la question de cette piste indienne est délicate, mais si on la prend de la manière évasive qui convient et avec le flou nécessaire, je ne doute pas qu'on réussisse dans une certaine mesure ou dans une autre. Car là où la route quitte Lassen Meadows, passer l'endroit où ces deux chefs Pawnee, Vengeance délinguée et Bouffeur de nuages ont été scalpés l'hiver dernier, ce qui est pour certains le chemin qu'ils préfèrent quand d'autres en préfèrent un autre, en conséquence de quoi la piste des Mormons prise depuis Mosby à 3 heures du matin qui traverse Jambon Flat vers Blucher avant de descendre vers Jug Handle, qu'elle contourne par la droite et bien sûr s'en éloignant par la droite aussi, puis atteint Dawson sur la gauche de la piste qui passe à gauche du dit Dawson et de là vers Tomahawk, ce qui rend le trajet moins cher et plus aisé à tous ceux qui peuvent y accéder, et passant en revue tous les points désirables comme les considèrent d'autres, et donc attachant le plus de bien au plus grand nombre. En conséquence, donc, je suis encouragé à espérer que nous réussirons. Je me tiendrai prêt et serai heureux de vous accorder plus d'informations sur le sujet, de temps en temps, comme vous pourriez le souhaiter et comme le ministère des Postes sera autorisé à m'en donner. Très sincèrement, etc. Mark Twain pour James W. Nee, sénateur. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, je ne sais pas, monsieur. C'est que, voilà, ça me paraît être confus. Fichez le camp, je suis fini. Ces sauvages de Humboldt ne me pardonneront jamais de leur avoir embrouillé la cervelle avec cette lettre inhumaine. J'ai perdu la considération de l'église méthodiste du bureau des conseillers. Eh bien, en ce qui les concerne, je n'ai rien à dire, parce qu'il est possible que, pour eux, je me sois un peu trompé. Mais pour les gens de Baldwin Ranch, général, j'ai été au-dessus de tout. Fichez le camp, et que je ne vous revoie jamais. J'ai compris cela comme la suggestion à mots couverts que l'on pouvait se dispenser de mes services, et partant, j'ai démissionné. Je ne serai jamais plus le secrétaire particulier d'un sénateur. On ne peut pas satisfaire ce genre de type. Ils ne savent rien de rien. Ils sont incapables d'apprécier les efforts de quiconque. The Galaxy, mai 1868. Tourner sa veste. J'ai l'impression, à propos de cette campagne, que certaines choses confinent presque à l'absurde. Cette façon de parler peut sembler brutale, et si elle l'est, c'est bien contraire à mon état d'esprit. Les orateurs et les journaux républicains traitent dédaigneusement les mugwumps de transfuges. L'accusation est fondée, nous avons retourné notre veste et nous ne pouvons pas le nier. Mais celui qui tourne sa veste devient nécessairement indigne. Et mis à part les mugwumps, il n'y a pas d'autres transfuges parmi les républicains. Qu'on veuille bien, en cette affaire, examiner les frais franchement et honnêtement, avant que de nous expédier, nous seuls, à la damnation politique. Pourquoi nous traite-t-on de transfuges? Parce que nous avons changé d'opinion. Mais au sujet de quoi? Au sujet de la grandeur de la justesse des principes du Parti républicain. Non, aucun changement de ce côté-là. Nous croyons toujours en ces principes. Personne n'en peut douter. Alors en quoi avons-nous changé d'opinion? Eh bien, c'est au sujet de M.
de M. Blaine. Tout est là. Il n'y a rien de plus. C'est effectivement ce que nous avons fait, et nous ne souhaitons en aucune manière le nier. Et depuis quand avons-nous changé d'avis? Hier? La semaine dernière? L'été dernier? Non. Cela fait des années et des années. Cela remonte à 1876. Au même moment et de la même manière, la grande majorité du Parti républicain avait alors changé d'opinion à propos de Blaine. Se trouvera-t-il quelqu'un ayant le courage d'opposer un démenti à cela? Y avait-il à ce moment-là, sur la côte nord de l'Atlantique, plus d'une poignée de républicains vraiment respectables et dignes de l'être, qui n'aient pas changé d'opinion au sujet de M. Blaine? L'atmosphère chez les républicains, tant dans les cercles privés que dans la presse, n'était-elle pas à ce point lourde de cette affaire que nul ne pouvait manquer de le percevoir? Poursuivons. Est-ce qu'à l'époque on a traité de transfuge cette multitude de personnes? Bien sûr que non, c'eût été absurde. A-t-on tenu quiconque dans cette multitude pour méprisable? A-t-on raillé, exécré quiconque parce qu'il avait retourné sa veste, qui était alors aux couleurs de Blaine? Personne n'y a même pensé. Et attention, nous qu'on traite de mugwumps, c'est à ce moment-là que nous avons retourné notre veste. Et c'est ainsi qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui. S'il est honteux de tourner une fois sa veste, quelle dose de mépris faut-il pour noter correctement celui qui l'a tournée 2 fois? Si tourner sa veste une seule fois fait de quelqu'un un sale type, un pharisien, un mugwump et un imbécile, où ira-t-on trouver des termes assez rances pour qualifier un double retournement? Si l'on tient pour un spectacle lamentable de tourner sa veste en un temps où personne ne peut mettre en doute la sincérité de l'acte, ni la pureté des motifs qui vous y conduisent, quelle sorte de spectacle offre un transfuge de ce genre quand il tourne de nouveau sa veste? Cette fois, dans des circonstances manifestement tout à fait différentes, c'est-à-dire après avoir bénéficié d'une domination. Ces doubles transfuges existent-ils? Et qui sont-ils? Ils constituent le gros du Parti républicain, et ce n'est vraiment pas aller trop loin de dire que ni vous, ni moi, ne pouvons mettre la main sur un membre respectable de cette grande multitude qui soit en mesure de nier la chose sur le champ, sans rougir ni bafouiller. Ici, à Hartford, ils ne démentent pas. Ils avouent leur double retournement. Ils disent s'être trompés lorsque autrefois ils ont changé d'avis sur M. Blaine, et que c'est pourquoi ils ont fait machine arrière. Ce qui après tout semble concéder que changer d'opinion et retourner sa veste une fois n'est pas quelque chose d'indigne. Pourtant dans leur discours lors de la campagne suivante, ce sont toujours les mêmes noms d'oiseaux qu'ils utilisent pour désigner ma tribu, sans paraître s'apercevoir de ce que cela a de contradictoire et d'inapproprié. Bref, il m'est impossible de démêler cette histoire. Je n'arrive pas à saisir comment et pourquoi il se fait que celui qui a tourné sa veste une fois est un reptile quand celui qui l'a fait 2 fois est un oiseau de paradis. Je perçois clairement que le Parti républicain nous a rognés, tout comme il s'est en lui-même rogné. Mais je ne parviens pas à voir que nous ayons rogné qui ou quoi que ce soit. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas déserté le code des principes républicains. Et c'est pour ce camp que je propose de voter, exception faite de la présidence. Je n'ai pas non plus laissé tomber M. Blaine, car le concernant j'avais gagné mes titres de liberté avant qu'il n'achète le domaine. Pour ma part, je sais que 2 des champions les plus connus de M. Blaine à Hartford avaient de lui, il y a 6 mois, une opinion aussi peu flatteuse que l'était alors la mienne, qui d'ailleurs n'a pas changé. Je me suis laissé dire et je le tiens de quelqu'un tout à fait digne de foi, que 2 ou 3 autres des principaux porte-parole de Plaine, dans le Connecticut, le considéreraient de la même manière jusqu'au jour de leur nomination. Ces messieurs ont tourné leur veste, et les voici qui admirent Blaine, et non pas sereinement, tranquillement, mais dans une sorte de repentir outrancier. L'autre soir, dans son discours, l'un d'eux voyait dans l'auteur des lettres de Mulligan ces démonstrations étranges à la manière de Vassar, d'enthousiasme, d'exubérance, de velléité, de retenue, de rudesse, de naïveté, de grossièreté, et d'indiscrétion quasi incroyable et inconcevable. Le premier parmi les hommes d'État de notre temps. Un autre évoquait les 3 plus grands hommes d'État de l'époque, Gladstone, Bismarck et Blaine. Il ne fait pas de doute que ces propos ont été accueillis par des applaudissements. Mais imaginons que ce gentleman ait eu l'audace de lire certaines de ces lettres et d'y associer les noms de Bismarck et de Gladstone. Ne croyez-vous pas sincèrement que les applaudissements eussent fait défaut, et qu'à leur place on aurait pu entendre grimacer jusqu'à Springfield,
car on n'a encore jamais vu qu'un grand meeting républicain puisse être dénué du sens du ridicule. Discours prononcé lors d'un meeting à Hartford, octobre 1884. Oraison fictive pour un homme de parti. Monsieur le Président, un sentiment noble, louable et ancien exige que l'on dise du bien des morts. Alors essayons de nous y conformer en ce qui concerne notre ami défunt dont il va être question dans ce qui suit. Qu'il était plein de vie et de force et d'assurance et d'honneur. Il n'y a que quelques mois, mais hélas, ô combien mort est-il aujourd'hui. Nous qui sommes assemblés pour ses obsèques, nous qui sommes là pour mettre en terre ce qui est poussière, pour chanter le cantique du départ et adresser les paroles de réconfort à la veuve et à l'orphelin qu'il a laissé, dans l'abandon et la peine, et qui sont là, dans un bureau de poste, un consulat, un arsenal maritime ou une réserve indienne. Nous le connaissions très bien et intimement. Aussi est-ce justice que ce soit nous, plutôt que des étrangers, qui nous chargions de cette dernière oraison, afin que sa réputation ne pâtisse des explications susceptibles de ne pas le présenter comme il faut, et de justifications qui pourraient ne pas le justifier de façon concluante. Pour commencer, il est juste et bon que nous blâmions en lui ces quelques petites choses sans importance pour lesquelles une légère réprimande peut paraître souhaitable, de sorte qu'à la fin, quand nous en serons à faire son éloge, le bien qu'il a accompli resplendisse par contraste du plus insoutenable éclat. Commençons donc par le côté sombre de sa personnalité. C'était un esclave. Non, de ceux qui s'agitent et fomentent les troubles, mais un esclave paisible et docile, servile, obséquieux, dominé et mal avisé. Le parti était son seigneur et son maître. Il n'avait pas de pensée propre, pas de volonté propre, mais pas d'opinion propre. Il était corps et âme la chose et la propriété de ce maître qui pouvait l'acheter ou le vendre, l'échanger, le négocier, l'offrir pour un oui ou un non. Et si besoin était, le marquer au fer, le mutiler ou le jeter dans l'huile bouillante. Et ses plus chers désirs étaient de transformer une nation d'hommes libres en une nation d'esclaves à son image, et que vienne un temps où l'on pourrait dire « tous sont pour le parti et personne pour l'État ». De ses mains et de son esprit zélé, il a finalement réalisé ses désirs, car il a dupé le peuple, à coups de lectures nouvelles et persuasives des vieux principes familiers, et l'a conduit par la séduction à altérer son humanité et à détruire ses libertés. Il lui a enseigné que la seule véritable liberté de penser est de penser comme le parti, que la seule véritable liberté de parole est de dire ce que le parti vous dicte, que la seule tolérance défendable est de tolérer ce que le parti approuve, que le patriotisme, le devoir, la citoyenneté, l'amour de pays, la loyauté envers le drapeau, tout cela se résume à la loyauté envers le parti. Sauver le parti, soutenir le parti, faire gagner le parti. Tout ce qui s'en écarte mène à la ruine et à la tombe. Pour ces quelques broutilles, celui qui repose là dans le froid de la mort était coupable. Ne disons plus un mot à ce sujet, et jetons dessus le voile d'un oubli charitable, car le bien qu'il a accompli l'emporte de beaucoup sur ses fautes de peu d'importance. Emplis de reconnaissance, unissons nos éloges, et rendons-lui grâce pour l'acte le plus imminent de toute sa vie. Son zèle pour la cause l'a conduit à en faire trop. Ce qui eut pour précieux résultat de provoquer un changement qui persiste et durera, et sur la bannière duquel est écrit « Tous ne sont pas pour le parti. Quelques-uns sont aujourd'hui pour l'État. Quelques-uns sont aujourd'hui pour l'État. » Novembre 1884.